Je vais terminer cette première séance en essayant de répondre à la question sans vous décevoir peut-être, mais je ne suis pas du tout sûr que je ne vais pas vous décevoir non plus, hein, sur la définition d'une cardiopathie congénitale complexe. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre? C'est parce que la dénomination de notre centre de référence maladie rare, c'est malformation cardiaque congénitale complexe, donc M3C. Le problème, c'est qu'on a dû avoir une définition arbitraire, puisque quand on l'a créé il y a maintenant un peu plus de 15 ans, je ne suis pas du tout convaincu qu'on avait une quelconque idée de ce que signifiait le terme cardiopathie congénitale complexe. Je ne suis pas sûr que j'ai toujours une définition, que j'ai acquis une définition aujourd'hui. Dans le langage commun, je vais d'abord parler un petit peu de la complexité. Dans le langage commun, et on l'a vu avec les hétérotaxies de Lucile, la notion de complexité, c'est le fait d'avoir beaucoup de parties dont les interactions, les relations sont difficiles à comprendre. Donc c'est ça la complexité. En gros, c'est un truc incompréhensible. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis la petite boule tressée? C'est parce qu'en grec, ça veut dire tresser, complexe. C'est quand on faisait des paniers, c'était complexos, donc on l'aspect tressé ou entrelacé, avec une description géométrique difficile, c'est l'étymologie du terme complexe. Dans les systèmes complexes, il y a plusieurs définitions. La mesure de la complexité d'un système est fonction du nombre de ses parties, donc des parties qu'il a, mais aussi de l'irrégularité de leur arrangement. Et on va voir que ça, c'est important dans notre domaine des malformations cardiaques. Ou alors, c'est complexe parce que justement, l'arrangement n'a aucune espèce de structure, donc patternless, en fait. Donc la configuration est incompréhensible, peut-être comme les hétérotaxies. Mais si on prend les mathématiques ou les informaticiens, ils vont définir un système complexe par la longueur de l'algorithme dont on vient de parler, qui permet de le décrire. Donc si on fait pour décrire un système complexe, c'est la longueur du programme. Et cette complexité a été définie par un physicien qui s'appelle Kolmogorov. Donc c'est une mesure exacte de la complexité. Et donc si on peut écrire en 2 lignes un programme, par exemple calculer le nombre pi, eh bien à ce moment-là, le nombre pi n'est pas un nombre complexe, même si pour les mathématiciens ça pourrait l'être. Mais si le programme est très très long, à ce moment-là, le problème va être complexe. Dans la nature, il y a des structures qui sont très difficiles à décrire et qui sont complexes. Par exemple, une montre. Donc ça, vous le savez. J'ai déjà évoqué les phénomènes météorologiques qui sont aussi des phénomènes complexes avec des horizons temporels. Il y a des structures qui sont complexes, comme la forêt primaire, par exemple, l'ADN avec ses interactions. Ségolène nous a dit, voilà, en fait, c'est replié, ça interagit de loin en loin. Et puis, en bas à gauche, c'est les neurones du cerveau et leurs relations. Donc, tout ça, vous connaissez cette complexité. Et donc, le challenge, c'est d'essayer de la décrire. Donc, si on revient à la terminologie, on va essayer de comparer simple et complexe. Simple, c'est facile, et éventuellement, quand on met 2 choses simples l'une à côté de l'autre, ça donne 2 simples. Un système compliqué, c'est un système dans lequel il y a éventuellement plus que 2 choses simples. Et à ce moment-là, ça devient complexe. D'accord ? En fait, si on y réfléchit bien, ça devient uniquement compliqué. Parce que compliqué, c'est quelque chose qu'on peut séparer en parties, et chaque partie peut être analysée. Donc c'est un petit peu ce que tu disais aussi sur certaines anomalies anatomiques. Un système complexe, il n'y a pas de partie. Si vous enlevez un petit bout, le système est détruit. Cette diapositive, elle est un petit peu compliquée, mais c'est pour séparer la notion de complexité de la notion de complication. Dans la notion de complexité, le système est hiérarchisé, et c'est ça qui va être important dans ce que je vais essayer de dire après sur les cardiopathies complexes. Et comme il est hiérarchisé à différents niveaux, donc c'est en fait comme un arbre généalogique en bas à gauche, donc c'est une généalogie, on peut comprendre son comportement, parce qu'il y a une interdépendance dans la hiérarchie.
Et donc cette hiérarchie peut être éventuellement complexe, et vous le voyez là, c'est comme un arbre généalogique, mais on peut comprendre le système par les relations entre les différents étages. Les systèmes compliqués, il y a beaucoup de petits morceaux simples, mais la hiérarchie est plus plate. Par exemple, un poste de télévision. On peut comprendre l'électronique, l'écran, la télécommande, le bois ou le métal qui fait l'écran, etc. Mais il n'y a pas véritablement de hiérarchie. C'est un système compliqué et ce système, il est incertain. Par exemple, essayez de réparer votre machine à laver si vous n'êtes pas spécialiste, ben, c'est compliqué. Dans l'évolution, il y a eu aussi différentes idées de complexité. Puis il y a une idée qui a prévalu jusqu'au moment de la théorie de l'évolution, c'est de dire que les choses allaient vers un perfectionnement, et donc de plus en plus complexe, bien sûr, tout en haut de l'arbre. Vous voyez cet arbre ici qui a été dessiné. Tout en haut, vous avez mention, c'est l'homme. C'est le plus complexe, c'est l'aboutissement de l'évolution. Aujourd'hui, on sait bien sûr que ça ne ressemble pas à ça, ça ressemble bien sûr à un buisson et pas à un arbre. Si on vient au cœur, cette idée-là, elle prévaut dans beaucoup je dirais, du sens commun ou du monde populaire. C'est-à-dire les cœurs des animaux primitifs sont simples. Par exemple, ici, le cœur d'un cordé, c'est un tuyau qui va dans un sens, et puis éventuellement, à d'autres moments, si vous le regardez sur la vidéo, vous allez voir qu'il s'arrête, puis après, il repart dans l'autre sens. Voilà. Donc il fait circuler le jus de la bestiole dans un sens et dans un autre, pour qu'elle puisse vivre. Et puis ensuite, on dit l'évolution va vers le perfectionnement. Donc on fait un cœur de poisson qui est segmenté, qui va alimenter les branchies, puis le réseau capillaire du corps. Et puis ensuite, on a ces généalogies-là. Mais si vous regardez attentivement les différents cœurs de ces animaux, c'est bien difficile de dire si le cœur humain, à la fin, donc tout à droite de l'écran, il est plus ou moins plus complexe que le cœur de crocodile, par exemple, ou le cœur de la tortue, où il y a 3 vaisseaux qui sortent du cœur. Donc le nombre d'éléments est éventuellement plus élevé dans des animaux qui sont considérés comme plus primitifs, ce qui bien sûr contredit totalement l'idée que l'évolution va vers le perfectionnement. Et je prends le cerveau, même si on ne s'occupe pas trop du cerveau, pour vous montrer ici donc l'évolution du cerveau, voilà, vers le cerveau humain, 1,5 kg. Pas pour tout le monde. Et à droite, il y a le dauphin et le cerveau humain. Et vous voyez que le dauphin a un cerveau plus gros. Bon, on va dire, ouais, la bestiole est plus grosse. Enfin, l'éléphant, il est plus gros aussi. La girafe aussi, et leur cerveau, il est plus petit. Et le dauphin a beaucoup plus de circonvolution. Donc, qu'est-ce qui est le plus complexe ? Eh bien, aujourd'hui, si on le décrit purement morphologiquement, on va dire que c'est le cerveau du dauphin qui est l'animal le plus évolué. Un tout petit peu de théorie avant d'aller vers les malformations cardiaques. La complexité, il y a différents types de complexité. D'abord, la complexité de l'objet, je l'ai déjà dit, pour les segments du cœur dans l'évolution. Si vous regardez les panneaux qui sont à gauche, en haut et en bas, si je vous demande quel est le plus complexe, en toute logique, vous allez répondre celui-là, parce qu'il y a plus d'éléments. Et pareil pour la complexité des processus ou des interactions entre les structures. Vous allez répondre celui-là, c'est sûr. Bon, il y a d'autres types de complexité qui existent aussi dans les mathématiques ou dans la nature. Je les ai déjà évoqués et je ne vais pas y revenir. Ce qui est important dans les systèmes complexes, c'est qu'il y a des interactions avec des feedbacks entre les structures, et pour le cœur, on va voir que c'est parfaitement exact. C'est aussi un système qui va s'adapter dans le temps. Et on va parler du diagnostic prénatal, et je vais évoquer juste un petit aspect là-dessus pour dire que la complexité est quelque chose qui a une dynamique. Ça peut aussi être adapté à certains facteurs de l'environnement qui vont ajouter de la complexité, et ça, on va voir ça aussi dans l'histoire des malformations cardiaques. Et bien sûr, il y a une sensibilité aux conditions initiales. Et on va voir aussi que ça peut jouer un rôle dans certains aspects de la complexité avec des effets additifs de causes moléculaires et éventuellement de causes temporelles et d'environnement. Donc, on va reprendre l'anatomie de Lucille avec les petits morceaux. Et maintenant, il faut faire un cœur normal. Donc, il y a bien sûr de la complexité, d'une part morphologique. Puis ensuite, il y a de la complexité qui va être fonctionnelle, donc physiologique, et
Vous connaissez le rôle de la circulation dans le développement d'un certain nombre de structures et dans la morphogénèse du cœur. Et puis les deux autres complexités que j'ai citées, mais tout ça va pouvoir se mélanger, c'est-à-dire la morphologie, la physiologie, la relation avec le temps et la relation avec l'environnement. Quand on regarde aujourd'hui les classifications des malformations cardiaques pour dire les malformations cardiaques sont simples, moyennement complexes ou très complexes, je ne vais pas la lire, mais vous connaissez ces classifications comme la classification de Bethesda. Il y a un très grand mélange entre la morphologie, la physiologie, le temps et l'environnement. Par exemple, il y a des anomalies purement morphologiques dans ce qui est simple, et en même temps, il y a des qualificatifs, il y a des adjectifs, minor ASD, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il y a des situations qui sont physiologiques, comme le syndrome d'Eisenmenger, par exemple, et puis il y a des situations qui sont post-opératoires, les patients avec des conduits, qui sont des patients avec une grande complexité. Donc ça veut dire que si on mélange tout, on n'arrive pas à définir précisément dans notre domaine ce qu'est la complexité. Prenons d'abord la morphologie. Voilà, je vous ai mis 3 images. Donc à gauche, vous vous dites c'est normal, c'est pas normal, c'est une transposition des gros vaisseaux. En pratique, il manque aucun élément. Donc c'est pas plus complexe qu'un cœur normal, puisqu'il y a tout ce qu'il faut. Tous les segments sont là. Ils sont peut-être pas exactement au bon endroit, mais il n'y a pas de complexité morphologique de la transposition des gros vaisseaux. Et pourtant, on la classe tous dans les malformations complexes. Si on prend l'atrésie tricuspide et qu'on compte le nombre de paramètres, le nombre de caractères individuels, eh bien ça va être à peu près le même. Parce qu'on peut définir la valve tricuspide comme absente ou présente, ou on peut dire, comme il n'y a pas de valve tricuspide, je rajoute la communication interventriculaire et ça fait le même nombre d'éléments. C'est bien sûr une cardiopathie complexe. Là, le kappa, rien ne manque. C'est juste un problème de position. Donc la complexité morphologique, c'est quelque chose qui est difficile à décrire. On peut la décrire dans un certain nombre de situations, et je reviens aux hétérotaxies, et je reviens aussi à la longueur de l'algorithme qui permet de décrire. L'hétérotaxie, vous voyez qu'il y a un certain nombre de composants qui manquent, donc il y a des composants en moins, et tout à l'heure, vous avez tous dit que le système le plus complexe, c'était celui dans lequel il y avait le plus de composants. Là, il y a moins de composants, et pourtant, on pense que c'est complexe. Donc c'est une complexité qui est différente dans notre façon de penser. Ce n'est pas une complexité de nombre, c'est une complexité dite de configuration. C'est-à-dire c'est la configuration qui est compliquée, mais ce n'est pas parce qu'il y a des éléments en plus que c'est plus compliqué. Pour la longueur de l'algorithme, bien, Lucille vous l'a dit, chaque patient doit être décrit individuellement quand il a une hétérotaxie. Donc quand vous allez décrire le patient que j'ai dessiné avec l'hétérotaxie, vous allez décrire l'interruption de la veine cave inférieure, la continuation azygos, les anomalies des retours veineux pulmonaires, éventuellement les auricules, la valve atrioventriculaire unique, etc., les vaisseaux mal posés, la sténose pulmonaire. Alors que quand vous allez décrire la transposition des gros vaisseaux, vous allez décrire, soit dire discordance ventriculo-artérielle isolée ou transposition simple des gros vaisseaux, et vous aurez décrit ça en une seule ligne. Donc la transposition des gros vaisseaux, c'est une cardiopathie simple, si on veut être un petit peu provocateur. Dans la tétralogie de Fallot, c'est la même chose, il ne manque rien du tout. Il y a un truc en plus, peut-être, la communication interventriculaire. Donc il y a une hiérarchie dans la complexité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on pourrait dire la tétralogie de Fallot, et d'ailleurs un certain nombre d'embryologistes le disent, c'est la monologie, c'est-à-dire que c'est juste le déplacement antérieur du septum conal et tout le reste en est la conséquence. À ce moment-là, c'est mal aligné, la aorte chevauche la communication interventriculaire, il y a une sténose pulmonaire, puis une hypertrophie ventriculaire droite, et donc tout ça, ça procède que d'un seul caractère, qui est le déplacement antérieur du septum conal, et sa non-fusion avec le reste du septum. La complexité, elle est aussi fonctionnelle, puisque en fonction du degré de déplacement antérieur du septum conal, vous savez que dans la tétralogie de Fallot, on va avoir toutes les formes, depuis la CIV par malalignement, qu'on n'appelle pas tétralogie de Fallot pour une raison un petit peu bizarre, et puis l'atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire, donc il y a de la physiologie dedans. Et tout ça va faire que la tétralogie de Fallot peut être considérée comme une cardiopathie très simple. Il n'y a qu'un seul caractère anormal dans la tétralogie de Fallot. Le reste va découler de la physiologie ou du développement. Et puis si on parle du ventricule droit à double issue, pourquoi on n'appelle pas le ventricule droit à double issue une tétralogie de Fallot ? Parce qu'il y a des microscopiques caractères supplémentaires, mais en fait ça se soigne exactement pareil. Et il y a même une définition qui dit qu'il faut qu'il y ait 50%. S'il y a 51,
C'est un ventricule droit à double issue. S'il y a 49, c'est une tétralogie de Fallot. Oui, je sais, mais je fais de la provocation. La complexité fonctionnelle, ça veut dire que dans la complexité, il y a aussi de la hiérarchie. Et donc, vous le savez, depuis Abraham Rudolph, Daniel Sidi, ici, que, bien sûr, la morphogénèse est liée aussi à la circulation et qu'un certain nombre de caractéristiques morphologiques sont liées à quelque chose qui est situé en amont. Par exemple, la restriction du foramen ovale dans l'hypoplasie du cœur gauche et ses conséquences postnatales sur la vascularisation pulmonaire, ou bien l'absence de coarctation anatomique dans la même cardiopathie, parce qu'en fait, le flux rétrograde va faire que l'isthme aortique est habituellement plus grand dans l'hypoplasie du cœur gauche avec atrésie aortique que chez un individu normal. Donc il y a cette hiérarchie qui permet de dire que peut-être que ce n'est pas si complexe que ça, puisqu'on peut le prédire et le déduire à partir de la cause initiale qui est l'absence de ventricule gauche avec atrésie mitrale et atrésie aortique. La complexité de la configuration, je l'ai déjà dit, et Lucille aussi, et donc c'est pour ça que je ne vais pas le répéter. Par exemple, on peut dire que toutes les cardiopathies conotroncales, c'est juste un problème de septum conal. Et après, c'est juste un spectre depuis 0 septum conal jusqu'à un septum conal à -1 qui va donner l'atrésie aortique et un septum conal à +1 qui va donner l'atrésie pulmonaire. Bon, en fait, ce n'est pas compliqué et ce n'est pas non plus complexe, c'est juste un seul caractère qui est anormal. Pour les hétérotaxies, on voit aussi que c'est là probablement quelque chose qui est beaucoup plus difficile à décrire et qui est effectivement complexe. Et donc, si on regarde ces aspects hiérarchiques, il y a des cardiopathies où on va pouvoir tout déduire et tout prédire, ou en tout cas prédire une grande partie des choses à partir d'un caractère initial, par exemple atrésie mitrale, atrésie aortique, et on va pouvoir déduire les choses derrière et avoir des stratégies thérapeutiques qui vont être adaptées. Donc, c'est un petit peu l'organigramme de l'armée que j'ai mis là. Et puis, il y a des complexités qui sont mesurables en fonction du nombre de leurs parties, mais avec des arrangements qui sont irréguliers, comme les hétérotaxies. Et là, c'est certainement beaucoup moins prévisible. Et donc, j'ai mis une manifestation. Bon, ça, c'est une manifestation de 1968, mais je n'ai pas de photo de celle d'aujourd'hui encore. Pour celles qui sont liées au temps, pour les cardiopathies fétales, ce sont les cardiopathies évolutives, donc Daniel Allo va nous en parler, mais là aussi, il y a différents niveaux de complexité. Par exemple, si on voit une asymétrie ventriculaire du deuxième trimestre, la question c'est est-ce qu'il va y avoir une coarctation ? Mais en même temps, ça c'est la question à l'instant, mais il y a aussi une autre question, c'est quel est le risque de voir évoluer les choses vers une hypoplasie du cœur gauche dans certaines asymétries, en fonction d'un certain nombre de caractéristiques qui ne sont pas uniquement l'asymétrie. De quelle façon est-ce qu'on va prédire les comorbidités, les anomalies de la valve aortique, par exemple, associées à ça? On peut les prédire de façon statistique, mais individuelle, c'est plus difficile. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer après la naissance en termes de croissance du ventricule gauche, de la fonction de la valve mitrale qu'on n'a peut-être pas pu analyser correctement au cours de la grossesse, ou de la dysfonction diastolique tardive ou précoce chez ces enfants-là. Donc il y a différents niveaux de prédiction qui vont avoir une dynamique et qui nécessitent d'observer le système. Et ça aussi, ça fait partie de la définition de la complexité, c'est-à-dire qu'un certain nombre de systèmes ne peuvent être décrits que quand on les observe ou quand on les simule sur un ordinateur. Si on prend des relations une autre relation avec le temps, par exemple les CIA, bon, vous savez qu'il y a plein de types de CIA, donc il y a une morphologie qui peut être plus ou moins complexe. Il y a aussi une fonction qui est complexe. Par exemple, il y a la direction du shunt. La direction du shunt qui n'est pas la même chez le fœtus et chez le nouveau-né pour des raisons qui sont à la fois anatomiques et physiologiques. Il y a un certain nombre de situations de restriction ou d'excès de volume du shunt. Il y a des origines embryologiques qui sont différentes. Et puis il y a une relation qui est liée avec le temps, en particulier dans certaines situations comme l'hypertension pulmonaire. Et aujourd'hui, on disait il y a quelques années que les hypertensions pulmonaires précoces des communications interauriculaires, c'était la faute à pas de chance. Voilà, c'était des Eisenmenger précoces qui avaient, on ne savait pas très bien pourquoi, des enfants avaient de l'HTAP avec une communication interauriculaire. Aujourd'hui, on sait en fait qu'ils ont deux choses. Ils ont une CIA et une anomalie génétique qui va leur donner l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, ils ont deux anomalies, comme on a vu aussi en embryologie. Ce n'est pas totalement lié au hasard ou à pas de chance. Donc, je vous montre juste ce petit schéma pour dire qu'il y a d'autres aspects de la complexité qui sont rigolos, qui sont ce qu'on appelle les émergences, c'est-à-dire des choses qui semblent au début parfaitement régulières, et puis à la fin, eh bien, ça évolue vers quelque chose de beaucoup plus
difficile à comprendre. Donc là, la règle de la fourmi de Langton, c'est la fourmi se déplace. Quand elle est sur une case blanche, elle tourne à droite et la case change de couleur. Quand elle est sur une case noire, elle tourne à gauche et la case change de couleur. Donc si on regarde la fourmi et qu'on fait des itérations, la fourmi tourne. Au début, elle fait des petites fleurs. On a l'impression que c'est un motif géométrique assez simple et assez facile à décrire. Voilà, par exemple, je sais pas, on pourrait dire des lunettes. Et ensuite, si on continue, voilà, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Bon, on a l'impression que c'est un peu symétrique. C'est des règles simples, hein. J'ai une case blanche, je tourne à droite, la case change de couleur. Case noire, je tourne à gauche, elle change de couleur. Bah là aussi, tiens, on fait un truc symétrique. Et on continue, on va plus loin. C'est toujours une simulation d'ordinateur. Là, ça commence à devenir un petit peu le foutoir. Paris. D'accord. Et si on poursuit jusqu'à 10 000, ouais, je vais accélérer. Voilà, on poursuit jusqu'à 10 000. Au-delà de 10 000, à un moment, vous allez voir un truc qui est un truc bizarre. Voilà. Ça va, voilà. Là, c'est en boucle. Donc, quand on fait ça, on peut faire ça avec une fourmi, 2 fourmis, 3 fourmis, 4 fourmis. À chaque fois, ça fait ça. Systématiquement. Donc, ça fait une autoroute. Et c'est toujours une autoroute. Donc, le système, c'est des règles simples. Au début, le système est bordélique. Et ensuite, il s'organise, donc c'est une émergence. Donc ça aussi, ça peut arriver en biologie. Et par exemple, si on pense à la migration cellulaire, eh bien, on peut avoir des cellules qui prolifèrent, puis tout compte fait, qui progressent dans une direction qui est parfaitement déterminée, même si le système paraît complexe au départ. La complexité environnementale, je pense qu'on en parlera en fin d'après-midi. Et donc aujourd'hui, on peut classer les patients, et c'est comme ça qu'on va le faire, pour dire qu'ils ont, en plus de leur cardiopathie, un certain nombre de facteurs de risque qui va éventuellement modifier leur perspective ou leur pronostic. Et donc, c'est soit le sexe, la prématurité, le niveau socio-économique, les anomalies non cardiaques, les populations moléculaires. Il y a des facteurs qui sont liés au temps. Le parcours patient dont on parle beaucoup, le mode de vie, les préférences thérapeutiques, la compliance, certains facteurs exogènes, etc. Et donc ça, on sait que ça va ajouter de la complexité, en particulier dans le monde des cardiopathies de l'adulte. Alors maintenant, à quoi ça sert de donner de mesurer la complexité ou d'essayer de savoir si les cardiopathies sont complexes? Eh bien, ici, c'est un travail qui a été fait par Daphné Madec, qui était chez nous, qui est encore chez nous d'ailleurs. Elle a eu un bébé. Et si on classe les cardiopathies en peu sévères, moyennement sévères et sévères, et qu'on regarde leur mortalité, eh bien, vous voyez que la mortalité, elle est liée pour les cardiopathies simples en grande partie à des comorbidités, dans environ 40% des cas, et pour les cardiopathies les plus sévères, c'est la cardiopathie qui tue les enfants. Bon, ça a l'air d'être une évidence, hein, mais quand même, ça explique un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la littérature, c'est que sont regroupées la complexité morphologique et physiologique pour prédire la mortalité. Et ça, ce sont des travaux récents qui ont été faits chez l'adulte, qui retrouvent des choses qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire que la circulation fond-temps, c'est la circulation la pire. Et puis après, ils ont mis cardiopathie complexe, comme les cardiopathies qui tuent le plus, et l'Eisenmenger. Mais en gros, ils classent les cardiopathies en fonction de leur complexité morphologique, avec des choses qui sont parfois arbitraires, et de leur statut physiologique, insuffisance cardiaque, hypertension pulmonaire, et on arrive à prédire, en tout cas à mettre sur des courbes, les différents patients. On arrive à prédire des choses aussi en dehors du cœur, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard aussi aujourd'hui. La prévalence des anomalies neurodéveloppementales est très fortement associée à la complexité des cardiopathies. Comme vous le savez, les cardiopathies simples ont moins de retentissement que les cardiopathies sévères ou les cardiopathies qui sont palliées en période néonatale. Bien évidemment, ceci est favorisé par un certain nombre de risques environnementaux et de risques temporels. Donc je suis désolé, mais pour le troisième exposé du début de ce séminaire, il n'y a pas de réponse définitive à l'idée de pouvoir prédire. Qu'est-ce qu'une cardiopathie congénitale complexe? Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse. La première des choses, c'est que complexe, c'est certainement différent de compliqué. Et donc, j'ai donné les exemples de la transposition des gros vaisseaux et de la tétralogie de Fallot qui sont considérées comme des cardiopathies complexes, mais dont on sait qu'elles ne le sont pas toujours, en tout cas, même si je ne suis pas rentré dans tous les détails. Il y a des complexités morphologiques qui peuvent être simplifiées ou réduites par des algorithmes,
comme la tétralogie de Fallot par exemple, et d'autres qui ne le peuvent pas, comme les hétérotaxies, où la randomisation des phénotypes est plus souvent la règle que des phénotypes prédictifs. Des cardiopathies qui sont morphologiquement simples peuvent avoir des comportements complexes. On a vu pour les communications interauriculaires, par exemple. On a besoin d'historicité ou de généalogie pour décrire la complexité. Et donc, un patient a une histoire et c'est ce qui va faire sa complexité. Et on voit qu'aujourd'hui, on est obligé de manipuler la complexité à différents niveaux pour pouvoir appréhender le pronostic et essayer de prédire